Bonjour et bienvenue à notre nouveau face-à-face avec Denis Trottier. Bonjour Denis. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Cette semaine, on va parler d'éducation, un autre gros sujet qu'on va aborder, qu'on va explorer avec Denis. On va voir en fait ce qu'il en pense. J'espère que je vais te poser des questions pertinentes. Comment, Denis, tu pourrais, premièrement, nous parler de notre système d'éducation au Québec? Bien, d'abord, je dois dire que moi, j'ai passé ma vie en bonne partie dans l'éducation. Puis l'éducation, c'est reconnu par l'ensemble des pays comme étant le facteur de développement le plus important parce qu'une société qui est instruite, c'est fondamental. Il faut dire aussi qu'on est parti de loin. Le ministère de l'Éducation au Québec a été mis en place en 1964 avec le rapport Parent. Avant ça, c'est le département d'instruction publique là, avec presque pas d'école. Puis, vous vous rappelez que dans ce temps-là, il n'y a pas d'obligation d'aller à l'école. À partir du moment où tu es assez grand ou grande pour travailler, puis ça, c'est en fonction du nombre de pieds, c'est pas en fonction de l'âge. Si rendu à 10 ans, tu es rendu assez grand pour travailler, avoir un hache dans les mains, tu arrêtes l'école. Là. Ça veut dire que il n'y avait pas beaucoup de monde qui allait à l'école, puis même que l'école n'était pas valorisée. Sous Duplessis, dans les années 50, c'est pas si loin que ça, il y a un député qui avait demandé quand est-ce qu'on va avoir un ministère d'éducation. Et le ministre avait répondu, c'était un des ministres de Duplessis, avait répondu « L'éducation, pas trop. Notre peuple est issu d'une longue tradition d'ignorance. Éduquer nos enfants serait trahir les nôtres. » Ça veut dire ça qu'on est. Ça veut dire que, on est cruche puis il faut le rester. Mais dans le fond, c'est une façon de dominer la population, de garder les gens dans l'ignorance. Mais fort heureusement qu'il y a eu d'autres mondes par après, des gars comme René Lévesque qui sont venus dire qu'un peuple informé, c'est un peuple libre. Puis, on pourrait dire qu'en l'espace de quelques années, on a vraiment battu des records en termes d'accessibilité à des diplômes, etc. On est parti de très loin, mais on a rattrapé ça. Puis aujourd'hui, on a plus de diplômés universitaires que les Américains, par exemple. Okay. Pourquoi? Parce que, entre autres, c'est que notre système, d'abord, il est accessible. On a mis en place des réseaux d'universités du Québec un peu partout dans chacune des régions. On a mis en place aussi des collèges d'éducation professionnelle, les cégeps, qui sont répartis assez bien. Parce que quand tu n'as pas l'accessibilité, là, ça ne fonctionne pas. Puis, en plus aussi, c'est qu'on a mis en place des régimes de prêts et bourses qui n'existent pas aux États-Unis, qui fait que chez nous, en tout cas, la plupart des gens peuvent avoir accès. On a de l'égalité des conditions. Oui, on a de l'égalité des conditions. Puis, quand on regarde les résultats, c'est qu'au niveau il y a des tests mondiaux qui se font, là, dans certains domaines comme en mathématiques. On est parmi les premiers au monde. Parfois, on réussit bien, je dirais. Malgré le fait que ça peut toujours s'améliorer, on a des meilleurs résultats dans plusieurs domaines que bien des pays. Pourquoi aujourd'hui, est-ce que dans notre société moderne, est-ce que l'éducation, c'est encore important? Comme je disais tout à l'heure, c'est qu'une société qui est instruite, d'abord, il y a moins de chances qu'elle se fasse avoir à tout point de vue. Et d'autre part, c'est que quand les gens sont instruits, ils peuvent revendiquer des meilleures conditions de travail, ils peuvent avoir des meilleurs salaires. Puis aussi, c'est que des gens qui sont plus instruits ont plus de chances de démarrer des entreprises, ont plus de chances de créer, etc. Ça fait qu'à tout point de vue, c'est intéressant. C'est bénéfique pour la société. Une étude récente nous démontre, en fait, que la réforme en éducation est un échec. C'est quoi ton analyse de ça? Bien, moi, les réformes, d'abord en éducation, j'en ai vu une puis une autre. Là. Ouais. Puis, sincèrement, ce qu'on devrait faire, c'est que l'État... Bien, d'abord, on devrait... S'il y a un endroit qu'on devrait dégraisser, là, c'est tout l'organigramme du ministère de l'Éducation qui est très lourd. Là. Il y a un paquet de sous-ministres de toutes sortes d'affaires. Là. Puis, je dirais que régulièrement, il y a des gens qui veulent changer. La dernière réforme, elle a misé sur la pédagogie plutôt que de miser sur le contenu, sur les connaissances. Et à mon avis, c'est une grave erreur. Dans le fond, c'est que là, on a voulu montrer aux jeunes comment apprendre, mais le principe était peut-être bon, mais je pense que le plus important en éducation, c'est de transmettre la passion. Si les professeurs sont capables de transmettre la passion, en tout cas, sont capables de démontrer qu'ils ont la passion envers leur matière, déjà, les étudiants vont être plus intéressés. Ça veut dire que c'est sur le contenu qu'il faut miser et moins sur la pédagogie. De toute façon, là, quand on fait une réforme, si on prend un mauvais professeur, avec une nouvelle réforme, il ne deviendra pas meilleur. Il ne faut pas se compter de peur. Ouais. Là, le pas bon va rester pas bon. Puis il n'y en a pas beaucoup en passant, là, mais il va rester pas bon. Le moyen va rester moyen. Puis le bon, ça peut arriver qu'on l'écœure parce que tanné de changer régulièrement sa façon de faire. Tout ça pour pas plus de résultats. Je pense que le rôle de l'État, c'est de dire, nous autres, on veut que les étudiantes aient atteint tel niveau de connaissance, vérifié par des examens, mais la façon d'enseigner, ça devrait être laissé aux écoles puis aux professeurs
à mon avis, c'est ceux qui sont les plus, je dirais, plus capables, en tout cas, de faire le meilleur enseignement. Puis en plus, là, moi, les plus mauvais professeurs que j'ai eus, c'était en pédagogie. J'ai vu des folies là-dedans. Là. Les moins bons là, professeurs que j'ai eus, c'était ceux qui montraient comment enseigner. Puis là, c'est eux autres qui ont fait la réforme, la dernière réforme, puis c'est un échec. Je pense qu'il faut arrêter là, les réformes, puis ce qu'il faudrait, c'est mettre des objectifs. Si tu les atteins pas, là, on va te parler. Mais si tu les atteins, le moyen, c'est pas nous autres à s'occuper de ça. C'est bon, j'aime ça. C'est quoi les principales lacunes de notre système scolaire? Parce qu'il y en a qui disent, le français, là, il faudrait donner plus de cours d'histoire. Moi, je pense qu'il faudrait donner un cours de citoyenneté au secondaire. C'est quoi pour toi la principale lacune? D'abord, il y a des gens qui disent, avant ça, à l'école, là, le monde, il apprenait plus le français. Quand il y avait juste les meilleurs qui restaient à l'école, là, c'était plus facile pour les professeurs. Tu sais, c'est que là, quand un bon mané, mettons, là, il restait juste un petit noyau, là, c'était ceux-là qui étaient vraiment, tu sais, les meilleurs là, qui continuaient. Mais là, aujourd'hui, on est obligé de rendre l'éducation accessible, en tout cas jusqu'à 16 ans. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est que là, il y a toutes sortes d'étudiants. Il y en a des bons, il y en a des moins bons, il y en a qui ont moins de capacité. Puis aussi, c'est qu'il y a une partie des étudiants que l'école n'est pas faite pour eux autres. Il y a peut-être 10-15 %. C'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais le modèle qu'on a de l'école, des cours magistraux, la manière que ça fonctionne, c'est trop théorique, entre autres, pour certains. Moi, mon père, à l'école, là, il n'était pas bon, il était nul. Il était nul. Lui, il a doublé, triplé. Il était vraiment pas bon à l'école. Puis là, tu sais, lui, c'est pas parce qu'il n'était pas intelligent. Il avait un jugement hors pair, il a décollé une business, etc. Mais l'école n'était pas faite pour lui. Ça fait que là, il y a un problème parce qu'on discarte un certain nombre de personnes. Ce monde-là se ramasse sans diplôme. Pourtant, ils sont intelligents, ils sont brillants, mais le système n'est pas capable. Fait qu'il va falloir qu'on s'arrange pour trouver des formules qui vont faire en sorte que ceux qui sont brillants, ou même moins brillants, réussissent à atteindre des niveaux, mais peut-être avec un autre moyen. Parce que là, le moyen qu'on a pris, c'est de ne pas faire doubler le monde. On continue de les faire monter. Ça, demandé à mon père, qui est un spécialiste du doublage, c'est qui pensait de ça, lui, il disait, ça ne donne rien de monter. Si tu n'as pas été capable de faire la 3e année, tu vas être encore moins capable de faire la 4e, mais elle est plus difficile. Fait que là, c'est un autre moyen qu'il faudrait faire. C'est lesquels? Là, c'est de l'enseignement spécialisé, ça coûte plus cher, peut-être plus de concret. Ça fait partie des éléments là, sur lesquels on doit réfléchir. Oui, clairement. On sait qu'aux dernières élections scolaires, il y a eu un faible taux de participation. Il y a quasiment même eu, je dirais, un putsch de l'interne pour que les gens n'aient pas voté. Est-ce que ce palier de démocratie-là est, selon toi, encore légitime, les commissions scolaires? Bien, d'abord, moi, quand on agit de façon démocratique, ça me semble toujours mieux. Bon, est-ce que là, c'est trop lourd? Est-ce qu'il y aurait d'autres moyens de faire ça? Bon, il y a des gens qui avaient proposé que ça se fasse en même temps que les élections municipales, ça coûterait moins cher. Puis aux États-Unis, c'est comme ça. Hein? Aux États-Unis, là, quand tu vas voter, tu as un bulletin de vote qui a plusieurs pages. Tu tournes les pages, là, tu votes pour le président, tu votes pour le gouverneur, tu votes pour le conseiller, tu votes le chef de police, tu votes pour toutes sortes de monde. Bien, ça pourrait être une façon. Bon. Peut-être aussi que les élections devraient avoir lieu juste avec les parents qui ont des enfants à l'école. Peut-être aussi. Peut-être que ça pourrait se faire à l'école avec les parents qui sont dans une assemblée générale, qui sont plus concernés. Fait que ça pourrait se faire. Mais le fait qu'on fasse ça de façon démocratique, moi, je pense que c'est bon. Est-ce qu'il y a moyen d'éviter des coûts puis de ramener ça à une dimension plus gérable? Je pense que oui. Puis les commissions scolaires, on a entendu tous les scénarios, là, abolition, fusion, maintien. C'est quoi la solution? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est relativement nécessaire d'avoir. Bien, c'est parce que là, d'abord, les commissions scolaires, ils font des affaires. S'ils ne faisaient rien, c'est pas vrai qu'il y aurait plein de monde là-dedans. Là. Fait qu'ils font des affaires. Bon, là, à un certain moment, le gouvernement a offert aux municipalités de dire voulez-vous vous occuper de ça? Là, les municipalités ont dit non, on ne s'occupe pas de ça. Bon. Là, ça fait que là, c'est quoi que tu fais, là? Là, ils disent on va donner les responsabilités aux écoles. Mais là, il y a des affaires que, si tu vas-tu faire un système de paye pour chacun des écoles? Coûte moins cher d'avoir un système de paye centralisé à la commission scolaire pour tout le monde. Puis la même chose, mettons, pour le transport scolaire. Est-ce que c'est chaque école qui va s'occuper du transport scolaire? Ça va être l'enfer. Fait que moi, je pense qu'il y a des responsabilités qui sont, appelons ça, régionales. Est-ce qu'il y aurait moyen de diminuer les coûts de tout ça, par exemple, en fusionnant certaines commissions scolaires
peut-être, là, mettons, du genre Lac-Saint-Jean, peut-être, mais il ne faut pas trop étirer ça, là, parce qu'il ne faut pas oublier que dans une région comme nous autres, le territoire est immense, les réalités sont très différentes. Oui. Il y a 97 pays dans le monde qui sont plus petits que le Saguenay-Lac-Saint-Jean. La moitié des pays de la planète sont plus petits que notre région. On ne peut pas dire on va tout mettre ça dans un seul paquet. Mais Ben non, peut-être parce que le fonctionnaire qui est à Alma, il veut dire il faut qu'il sache ce qui se passe à Saint-Thomas-du-Dîme. Il faut qu'il fasse beaucoup de routes. Oui, puis aussi, c'est que là, quand tu centralises comme ça, ben c'est les petites écoles qui payent. Puis l'autre élément, c'est est-ce qu'il y aurait moyen, par exemple, avec les villes, de dire on va faire un service de paye ensemble? Est-ce que, mettons, l'administration des bâtiments, la gestion, la réparation, ça pourrait se faire avec les villes? Probablement. Mais c'est en assoyant les gens et en disant, toi, qu'est-ce que tu peux faire, puis toi, qu'est-ce que tu peux pas faire. Puis je dis pas qu'il n'y a pas d'affaires à faire. Entre autres, quand j'étais député, une affaire qui m'avait un peu surpris, pour pas dire bouleversé. Je rentre dans une école, puis il y a une classe, c'est la bibliothèque de la ville, puis l'autre classe, c'est la bibliothèque de l'école. Bon, moi, je pense qu'il aurait dû avoir une seule bibliothèque, puis il n'était pas ouvert aux mêmes heures, avec pas les mêmes livres, etc. Oui, il y a moyen d'améliorer tout ça, mais c'est en assoyant les gens, en leur disant, trouver des solutions qui vont être intéressantes, efficaces, puis moins coûteuses pour tout le monde. Oui, puis la survie des petites écoles, moi, je trouve ça important parce que dans les petits villages, si on ne veut pas les dévitaliser, il faut qu'ils gardent leur école. C'est le centre d'intérêt. C'est parce que là, quelqu'un, mettons un nouvel arrivant, qui a le choix entre un village qui a une école et un village qui n'a pas d'école, il va choisir le village qui n'a pas d'école et il va choisir le village qui a une école. C'est sûr. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est que ce village-là, c'est quoi son avenir? Il reste 5 des vieux. Mais que les vieux soient morts, c'est quoi qui va rester? Là, c'est ça. C'est super important. Au niveau des établissements d'études supérieures, on sait, là, il y a eu plein de coupures. On parle d'une cinquième coupe budgétaire en 4 ans. Comment ils peuvent arriver à garder un équilibre dans leur budget sans que ça touche à la qualité de l'enseignement? C'est sûr que rendu à un certain niveau, c'est plus possible. Il faut arrêter de se compter des peurs. Là. Tu ne peux pas faire des coupes importantes année après année, puis finalement dire que ça n'aura pas d'impact. Il faut le dire. Il faut dire, regarde, on n'a pas le moyen, mais ça va coûter moins cher, mais il va y avoir moins de services. Puis, ce qui est un peu tannant là-dedans, en tout cas, j'ai discuté avec des gestionnaires, puis ce qu'ils disaient, c'était que quand en cours d'année, on t'oblige à faire des nouvelles coupes, tu avais planifié, puis le kit, à quelle place que tu prends ça, tu ne sais pas, tu as engagé du monde. Tu sais, là, tu ne peux pas dire « je te claire », tu vas donner un contrat. Bon, puis ça, c'est très démotivant pour le personnel de gestion. On n'est pas dans des belles années, là. Puis au moment où on devrait valoriser les services publics, valoriser les enseignants, tu sais, parce que en Europe, là, quand tu es enseignant, là, c'est une profession, là. Nous autres, là, tu sais, on s'est rendu que si tu travailles pour le gouvernement, tu es un profiteur. Tu sais, c'est que là... Ça, il y a quelque chose de néfaste là-dedans. Là, c'est pas très positif. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on devrait réinvestir massivement dans le système d'éducation? Bien, on parlait la semaine dernière là, du système de santé qu'on parlait là, d'à peu près 44 là, de budget. Le système de l'éducation, c'est autour de 25 c'est le deuxième plus gros. Okay. Bon, ça veut dire que si on prend le ministère de la Santé et de l'Éducation, on a quasiment le 3/4 du budget de prix. Là. Là, à quelle place qu'on prend l'argent? Ouais. Il faut être conscient là, que, oui, la santé, c'est fondamental. L'éducation, c'est un facteur de développement essentiel. Mais à un certain moment donné, là il faut qu'on soit capable... Il faut faire en sorte que, entre autres, mettons, arrêtons de faire des réformes qui coûtent une fortune pour débalancer tout le système. Ça, c'est peut-être la première économie qu'on devrait faire. Faisons confiance aux enseignants qui sont des fabricants d'avenir, puis valorisons-les. J'ai l'impression que c'est peut-être ça, c'est vers ça qu'il faut aller. Parce que si c'est une profession qui n'est pas valorisée, puis qui n'est pas payante, puis qu'à ce moment-là, qui va vouloir aller là-dedans? Si la profession, on pourrait dire, ramasse les meilleurs éléments, on va avoir les meilleurs élèves, les mieux formés, mais si à l'inverse, on fait en sorte que les gens n'ont plus envie d'enseigner, en tout cas, puis il y a un paquet de gens parmi les meilleurs, parce que dans une organisation, c'est souvent les meilleurs qui partent en premier. Là. Oui. Les meilleurs, eux autres, ils peuvent se trouver n'importe quel job, n'importe où. Fait que là, à ce moment-là, si c'est pas valorisé, pas valorisant, pas payant,
c'est pas payant pour notre système, pas payant pour l'avenir. On ne construit pas l'avenir avec ça. Oui, parce que, écoute, c'est la base de notre société, là, les cerveaux. Là. Comment que c'est eux qui vont gérer puis qui vont diriger. Oui, dans tous les domaines, qui vont devenir des futurs médecins, des futurs enseignants, des futurs policiers, des futurs... hommes d'affaires et politiciens, etc. Est-ce que tu crois à la gratuité scolaire? Parce qu'on sait que ça existe dans d'autres pays. Oui, il y a des pays qui le font. Est-ce qu'on pourrait se le payer? Je pense que oui, dans le sens que, par exemple, nos frais de scolarité ne sont pas très élevés. Ça fait que la marge de manœuvre ne serait pas si grande que ça. Mais il faut être conscient que si on fait ça, il y a d'autres, soit qu'on augmente les impôts, ou soit qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas. Là. C'est un choix de société. C'est un choix de société. C'est sûr qu'à partir du moment où on fait ça, ça veut dire ça qu'on vient de donner une priorité fondamentale à l'éducation. Nous autres, on dit, l'éducation, c'est tellement important qu'on la rend gratuite. Puis c'est comme ça que les pays qui font la gratuité présentent ça, en disant, c'est notre choix numéro 1. Bon. Mais si on a 10 choix numéro 1, là, ça ne fera pas. Là. Ça fait que là, c'est possible de se payer ça, mais il faut être conscient que il y a des choix à faire. Puis c'est sûr que dans le système actuel, c'est quand même pas si mauvais parce qu'il y a un système de prêt bourse. Bon, est-ce que c'est quelque chose de fondamental? Bien, je pense qu'il va falloir à un moment donné qu'on assoie les jeunes, les personnes âgées, puis qu'on dise qu'est-ce qui serait le plus équitable pour tout le monde, là? Parce que si on dit aux jeunes aujourd'hui, on vous donne l'éducation gratuite, bon, ça veut dire qu'il y a moins d'argent pour payer d'autres choses. Bien là, est-ce que les jeunes veulent accepter de payer plus d'impôts plus tard pour compenser tout ça? Si oui, peut-être. Peut-être. Mais si les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas payer de frais de scolarité et ne veulent pas payer d'impôts plus tard, oui, là, on est dans un cul-de-sac. Oui, là, ça ne marche pas. Là. Oui, je comprends. Est-ce que le mouvement, selon toi, le mouvement du printemps érable, c'était légitime? Puis est-ce qu'on peut dire, avec un peu de recul, là, que ça a réglé le problème? Bien, d'abord, les augmentations de frais de scolarité qui étaient annoncées étaient extrêmement importantes. C'était salé, là. En tout cas, disons qu'on parlait de doubler, etc. Puis là, c'est sûr que, ça créait un impact. Puis, c'est démontré que plus tu augmentes les frais de scolarité, moins les gens qui sont riches vont y aller, pas parce qu'ils n'auront pas le moyen, mais parce que psychologiquement, c'est que les autres, ils considèrent que, compte tenu du fait que ça coûte cher, je serais aussi bien de commencer à travailler tout de suite. En sociologie, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites par rapport à ça, puis que les gens, ils se disent, bien là, ils vont commencer à travailler plus tard, ça me coûte plus cher de frais de scolarité, je serais aussi bien de commencer à travailler tout de suite. Ça veut dire que là, on va avoir des gens qui ne se rendront pas, puis qui auraient eu le potentiel. Fait que ça, je pense que ça a été démontré là, que l'augmentation des frais de scolarité amène des conséquences négatives. Bon. Ça, bon. Est-ce que... moi, je pense que les gens avaient raison de manifester. Puis, il faut dire aussi qu'il y avait posé la question des frais de scolarité. Non, mais c'était un il y avait des insatisfactions. Puis, il ne faut pas oublier aussi que là, on avait passé des lois pour limiter les droits et libertés. Dans une société démocratique, quand on limite les droits et libertés par une loi de bâillon en pleine nuit, c'est normal que le monde ne soit pas content. En tout cas, moi, je ne trouvais pas que c'est pas quelque chose de glorieux. En tout cas, moi, dans tout le temps que j'ai passé à l'Assemblée nationale, c'est la période la moins glorieuse, on pourrait dire, qui s'est passée. Là, puis c'est pas nous autres qui avons fait ça. Là. Mais c'est bon. Est-ce que ça a réglé des affaires, tout ça? Bien, c'est sûr que le fait que les gens manifestent, ça a contribué probablement à l'élection du Parti québécois. Puis, parce que les gens, il y avait une satisfaction. Et ce qu'on a fait, nous autres, on a aboli l'augmentation des frais de scolarité. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a indexé de 2, quelques pourcents. C'est-à-dire que finalement, à partir d'une très grosse hausse, on est rendu à presque rien. Je pense que oui, ça donne quelque chose de faire quelque chose. Et oui, c'est une chose qui ne donne rien, c'est ne rien faire. Oui, ça. Là-dessus, t'as pas tort. Qu'est-ce que je voulais dire à propos Bon, j'ai perdu ma question. J'avais une sous-question vraiment intéressante, mais finalement, je l'ai oubliée. Les étudiants, en ce moment, ils promettent de reprendre la rue pour contester l'austérité que le gouvernement libéral est en train de nous mettre. Est-ce que ce mouvement va prendre l'ampleur ou il va s'essouffler? Parce que j'entends déjà des gens dire « Oh non, ça ne va pas recommencer », puis d'autres gens vont dire... Parce que, ah oui, je me rappelle ce que je voulais dire. Moi, ce que je trouve que ça a été profitable, je trouve que ça a ramené le débat dans les maisons. Oui. Le printemps érable. On ne parlait plus de politique, puis à partir de là, je trouve qu'on a ramené le débat politique dans les maisons. Puis... c'est sûr que je pense que quand les gens se mêlent de la politique, parce que manifester, puis discuter, puis l'équipe, ça veut dire que ça, c'est peut-être l'aspect le plus positif, parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent la politique, là, c'est juste de la haine, comme on dit. Là. Ouais. Puis là, à partir du moment où les gens se rendent compte que la politique
directement ou indirectement, c'est la meilleure façon d'améliorer la société, puis que tu peux être un acteur de changement par ta présence à une manifestation ou signer une pétition, n'importe quoi. Ça, c'est bon pour la démocratie parce que les gens, au lieu de s'en fouter, ils s'impliquent. Ça, c'est bon. Le monde, ils peuvent être pour, ils peuvent être contre, il n'y a pas de problème avec ça. Oui, c'est partie de la game. Puis, de manière générale, ce qu'on a pu voir, c'est que ça a été pas mal démocratique dans les cégeps. Il y avait des votes, puis le kit. Puis quand ils votaient pour, bien, ils étaient pour. Quand ils votaient contre, ils étaient contre. Puis, ça permet aux gens, justement, de voir que la politique, ça ne se fait pas juste par les politiciens. Les citoyens ont leur mot à dire. Mais c'est sûr que si tout le monde reste chez eux, puis qu'ils ne se mêlent pas de rien, bien là, comme on dit, c'est les autres qui vont décider à leur place. Parce que là, on n'a pas juste à voter une fois 4 ans. Là, on a le droit de dire ça. On a un pouvoir. Comme citoyen, on a un pouvoir. C'est sûr qu'il peut y avoir des mécanismes de plus. Si on avait des mécanismes d'initiative référendaire, qu'on pourrait demander des référendums, mettons, sur des sujets qu'on pourrait tenir en même temps que les élections pour sauver de l'argent, comme ça existe en Suisse, ça pourrait donner plus de pouvoir. Mais compte tenu qu'on n'a pas ça, bien, ce qui reste, c'est de manifester soit notre opposition ou notre approbation par le biais de soit de lettres au lecteur, soit par le biais de manifestations, etc. Puis ça, je pense que c'est très sain dans une société démocratique. Une société qui ne bouge plus, c'est inquiétant pour l'avenir, ça, là. Clairement. Oh oui, c'était peurant même. Puis là, est-ce que tu penses qu'on va revivre ça cette année ou tu penses que ça va s'essouffler? C'est difficile. C'est sûr que ça peut, mais il faut être conscient que l'année passée, c'est commencé sur les frais de scolarité. Les étudiants étaient directement impliqués. Ça veut dire qu'eux autres, ça leur coûtait plus cher. Bon, de manière générale, les gens, quand ça les implique, ils ont tendance à... Quand ils ont des effets, ça les implique direct. Bon, là, la question des frais de scolarité, on ne touche pas à ça pour le moment. Je pense qu'ils ont compris. Là, c'est plus indirect. Est-ce que les jeunes, les étudiants vont dire, nous autres, on pense qu'il faut s'occuper plus du bien commun, puis il faut éviter les politiques d'austérité. On va voir leur degré de conscientisation. En tout cas, ça va être un moment intéressant pour analyser où en est la conscience sociale de bien du monde au Québec. La solidarité, parce que là, l'austérité, ça ne touche pas juste les étudiants. Là. On frappe partout. Non, c'est ça. Mais c'est assez difficile de prévoir. Moi, ce que je souhaite, c'est que les gens, tu sais, puis c'est pas de dire on fait du trouble, c'est que les gens s'impliquent, tu sais, puis pour ou contre, tu sais, parce que présentement, on le voit, il y a des gens qui sont progressistes, des gens qui sont conservateurs, il y a des gens qui disent que le gouvernement va trop vite, il y a des gens qui disent qu'il ne va pas assez vite. Qu'on en fasse un débat, puis que les gens argumentent, puis qu'à ce moment-là, il y a une éducation populaire qui se fait là-dedans, là. Tu sais, parce que là, les gens, souvent, ils ne suivent pas ça. Ils ne suivent pas ça, ils ne sont pas au courant de rien. Mais là, quand il y a des événements comme ça, là, les médias mettent l'emphase là-dessus. Puis eux, ils prennent position, mais ils sont mal informés, en fait. C'est ça. Ah oui, clairement. Ma question finale. Selon toi, ce serait quoi les solutions? Donc là, on a parlé des problèmes qu'on devrait mettre en place pour conserver un système d'éducation de qualité pour les générations futures, parce qu'on veut que la société continue à s'éduquer, sans faire exploser les coûts. Puis, y a-t-il une solution où je suis idéaliste? Là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que faire confiance aux gens qui sont là-dedans. Il y a des gens qui ont décidé d'en faire une profession. C'est que là, avant ça, il y a des gens qui rentraient en religion, puis il y avait une certaine forme de sagesse, puis quand les gens avaient des problèmes, ils allaient voir les curés, puis là, les curés pouvaient les aider à résoudre leurs problèmes. Des fois, c'était bien fait, des fois, c'était moins bien fait, mais bon, là, c'est que là, pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas plus de responsabilité aux gens qui sont là-dedans, puis qu'on leur dirait, les méthodes d'enseignement, là, c'est pas à nous autres à décider ça, c'est aux professeurs, c'est à l'école. Puis, tu sais, si tu es dans un milieu rural, peut-être que tu pourrais procéder différemment que si tu es dans un milieu urbain. Tu sais, qu'on décentralise les façons, puis que l'État se contente de dire, moi, là, je veux que vous atteigniez tel degré de connaissance dans différents domaines, en français, etc. Je vais vous tester, mais les méthodes, c'est pas nous autres qui touchent à ça. Pour le reste, là, je pense que ça, puis après ça aussi, valoriser le monde de l'enseignement. C'est que là, c'est pas en disant les professeurs, vous êtes bien, vous autres, etc. 2 mois de vacances. Oui, bien, tu sais, je disais des fois, j'avais dit ça dans un colloque à un certain moment donné, j'avais dit le Christ avait 12 apôtres puis réussi à en perdre un. Nous autres, avec 30-35 étudiants par classe, il faudrait faire des miracles, là. C'est pas toujours évident. Puis en plus, tu sais, des fois, les parents, ils ont 1 ou 2 enfants,
puis ils n'en viennent pas à bout. Puis nous autres, on ramasse ces enfants-là qui ne sont pas faciles à élever, puis que là, il faut réussir non seulement à s'occuper de la discipline, là, mais à leur faire comprendre, intégrer des notions complexes. C'est un métier qui n'est pas si facile que ça. Puis je rappellerai qu'il y a un prof sur 5 qui abandonne parce que c'est lourd. C'est pas si facile que ça que d'enseigner. Je ne connais pas beaucoup de profs qui n'amènent pas de travail à la maison non plus. Oui, puis après ça aussi, c'est clair, c'est des fabricants d'avenir. Puis si on n'a pas confiance dans les fabricants d'avenir, ben, je pense qu'on n'a pas confiance dans l'avenir. Je trouve que ça clôt bien le débat. Merci infiniment, Denis, d'avoir été des nôtres encore cette semaine. C'était Face à face avec Denis Trottier. On a parlé d'éducation. Merci, Denis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet qu'on va explorer. Merci beaucoup. Au revoir. À mon âge, personne n'est à l'abri de perdre son emploi. Personne n'est à l'abri d'avoir une maladie. Personne n'est à l'abri de tout perdre. Personne n'est à l'abri de l'indifférence et de l'itinérance. C'est grâce à l'appui de tous que j'ai pu m'en sortir. Bientôt, nous mettrons fin à la sclérose en plaques. Grâce au rôle de chef de file du Canada dans la recherche, nous sommes à un pas de trouver le remède. Et le chemin pour y arriver commence ici, avec vous. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur marchedelespoir.com. Faites un pas. Vous pouvez mettre fin à la sclérose en plaques. Ils étudient. Elles travaillent. Ils créent. Elles innovent. Ils grandissent. Sans leur présence, le Québec ne serait pas complet. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants contribuent plus que jamais au développement de notre société. L'avenir du Québec ne peut s'écrire sans l'immigration. À mon âge, personne n'est à l'abri de perdre son emploi. Personne n'est à l'abri d'avoir une maladie. Personne n'est à l'abri de tout perdre. Personne n'est à l'abri de l'indifférence et de l'itinérance. C'est grâce à l'appui de tous que j'ai pu m'en sortir.